Mettre le high-tech au service de la population civile dans un pays en guerre. Peut-on reconstruire des régions dévastées par l'armée russe à l'aide de l'impression de bâtiments en 3D? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Jean-Christophe Bounis, entrepreneur en Ukraine, fondateur de la fondation Team for UA, qui s'occupe de l'aide humanitaire pour des régions exposées à la guerre, mais aussi rêve de reconstruire l'Ukraine à l'aide de l'impression en 3D. Bonjour à Jean-Christophe, je suis très contente de vous voir ici. Merci d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme leader, comme fondateur de cette initiative qui s'appelle Team for Ukraine en anglais, mais voilà, qui est présente en Ukraine depuis plus d'un an déjà, donc tout de suite après la grande invasion russe. Alors, mais racontez-nous, qui êtes-vous ? Alors, c'est une bonne question. Je suis un entrepreneur, un passionné d'Ukraine. Ça fait plus de 20 ans que je vis en Ukraine. J'ai monté une multitude de startups dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. Je suis un expert dans l'intelligence artificielle. Plus exactement, je suis un expert dans les conséquences de la technologie sur la société. Donc, ça s'appelle futuriste au sens large du terme. Mon métier était, pendant une vingtaine d'années, d'anticiper les prochaines vagues et donc d'être capable de monter, pour des startups ou des groupes, les unités nécessaires pour pouvoir anticiper ces vagues et être dans les besoins en termes d'usage pour les consommateurs, pour le B2B ou autre. Au démarrage de la guerre, enfin de l'invasion, en février, j'étais à Varsovie et immédiatement, comme j'ai énormément d'amis en Ukraine, j'ai essayé d'aider et j'ai aidé à ma manière, c'est-à-dire de la coordination, ce qui manquait énormément sur le terrain et ce qui a immédiatement été un appel d'air, puisqu'on a coordonné 2 axes. La sortie des Ukrainiens à partir du moment où ils passaient la frontière pour les sécuriser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, il y avait énormément de trafic de femmes. C'était absolument terrible. Donc, on a sécurisé des milliers de bus qui ont permis aux Ukrainiens de partir sur toutes les grandes capitales européennes. Et le dernier décompte qui a été fait par mes équipes a montré qu'on avait sécurisé plus de 100 000 Ukrainiens sur les premiers mois et demi, ce qui commence à être quand même beaucoup. Quand vous dites sécuriser, ça veut dire quoi exactement ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils passaient la frontière, quels que soient les points de passage, ou qu'ils arrivaient sur l'un des centres de réfugiés qu'il peut y avoir en Ukraine, en Pologne, typiquement Ptak, à Varsovie ou autre, mes équipes prenaient le relais et en fonction de leurs désirs, on les envoyait à Paris, on les envoyait à Madrid, dans les pays du Nord, et j'avais des bus qui partaient tous les jours de manière à pouvoir faire attention à tout ça, avec traducteurs, avec nourriture, avec eau, et on les intégrait à partir du moment où on arrivait dans des ONG locales qui leur permettaient de trouver où dormir, de se remettre dans le circuit républicain sur place. Chaque pays avait ses spécificités, et on a fait ça pendant quasiment 2 mois au démarrage sur l'énorme vague de réfugiés. Et étant donné qu'on était sur la sortie, il y a énormément de gens qui m'appelaient, moi, en me disant j'ai 3 camions de nourriture, j'ai 2 camions de ceci, j'en fais quoi ? Et je me suis retrouvé, en fait, à coordonner aussi dans le sens inverse l'entrée d'aide humanitaire, non pas en Pologne, mais de la Pologne vers la totalité des besoins ici en Ukraine. Et sur les 2-3 premiers mois, on a dû faire passer 16 000 tonnes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais un camion, c'est 20 tonnes. Donc, vous imaginez la quantité de camions qu'on a pu voir. Quand ça s'est passé, très, très rapidement, la vague d'aide humanitaire est tombée et la
question que je me suis posée à l'époque, ayant vendu mes boîtes, etc., est-ce que je continue sur un schéma où on est volontaire, ou est-ce que je professionnalise l'ensemble? J'ai décidé de rentrer en Ukraine, donc je suis rentré quasiment quelques semaines après le début de l'invasion, pour structurer un fonds, un charity fund, une fondation qui s'appelle Team for UA, non pas Team for Ukraine, UA. Lui, c'est très bien, c'est très bien. Team for UA, et on a commencé à opérer pour les Nations Unies en tant que operating partner dans le pays, et quasiment immédiatement. D'accord, pour l'ONU. Donc voilà, donc l'aide humanitaire qui arrive ici, vous vous installez à Lviv, n'est-ce pas? Et donc vous commencez à faire vos voyages. Je sais que maintenant vous êtes rentré dans de ces voyages. Vous avez visité la région de Kherson, mais aussi la région de Donetsk. Alors, dans quel but partiez-vous personnellement? Dans les endroits qui se trouvent tout près de la ligne du front. À Kherson, les troupes russes continuent à frapper tout aussi bien que dans la région de Donetsk. Et quelles étaient vos impressions cette fois-ci? Alors, si vous me le permettez, au démarrage, je vais peut-être vous expliquer quand même la taille des opérations, parce que si vous ne comprenez pas la taille des opérations, vous ne comprenez pas le pourquoi. On a signé avec WFP, donc le PAM, le Programme alimentaire mondial, et maintenant on travaille, donc ça c'était l'année dernière, maintenant on travaille pour le HCR, pour le Programme alimentaire mondial, pour l'UNICEF, pour IOM, donc plutôt les migrations, et on est spécialisé sur ce qu'on appelle les zones difficiles, c'est-à-dire basiquement tous les romadas ou tous les districts qui sont en contact avec la ligne de front, avec des populations qui ont déjà bougé pour certaines zones plusieurs fois parce que la ligne de front a bougé, qui sont en règle générale sous artillerie assez permanente. Et on s'occupe plus ou moins de 2 millions de personnes dans le pays de manière quotidienne, ce qui veut dire qu'on a des opérations qui sont gigantesques en termes de logistique. Quand on distribue de l'aide humanitaire, et sachant que l'aide humanitaire n'est qu'une partie de nos opérations, on ne distribue pas comme ça, on n'arrive pas dans un village en disant bah, « allez, tout le monde, venez ». On est obligé, pour des questions de règles internationales, humanitaires, de savoir à qui on distribue, de savoir que cette personne est dans le besoin, de pouvoir le prouver. Donc ça veut dire qu'on a deux besoins, connaître vraiment précisément ce qui se passe communauté par communauté, et deuxièmement, connaître nos bénéficiaires. Et l'organisation est grande, on a 150 personnes dans l'organisation. Je veux pas, moi, personnellement, en tant que fondateur, ne pas savoir ce qui se passe sur le terrain. Donc je m'impose le fait de régulièrement, j'y vais à peu près tous les mois et demi, 2 mois, aller sur l'ensemble de la ligne de front moi-même, malgré les risques. Alors j'ai une équipe de sécurité qui, bien entendu, m'aide, mais pour voir moi-même, pour discuter avec les gens, pour comprendre les besoins. Ce n'est pas les mêmes besoins en août que ce seront dans un mois. On n'a pas les mêmes besoins communauté par communauté, en termes d'eau, en termes de besoins de nourriture et autres. Et ça me permet d'avoir une expertise sur la totalité de la ligne de front que peu de dirigeants de grandes fondations ont. C'est pour moi vital. Oui. Et cette fois-ci, on revient à ce voyage tout à fait récent, dont vous gardez un souvenir très vif. Qu'est-ce que vous avez surpris, vous avez frappé, vous avez étonné peut-être lors de ce dernier voyage? Écoutez, on a démarré par Odessa, et de Odessa, on a remonté la totalité de la ligne de front. Donc on a fait Odessa, Mykolaïev, l'ensemble de l'oblast de Kherson. De là, on est parti sur Nikopol, enfin Kreveri, Nikopol. Et puis après, on est monté, on n'a pas fait Zaporizhia, on est monté sur le Donetsk, l'oblast de Donetsk, avec principalement Pokrov, parce que c'est là que, en ce moment, les choses sont compliquées. Ce n'est pas du tout la même situation à l'est et au sud. Ça, c'est la première des choses. Au sud, quand je dis au sud, c'est les zones libérées de Kherson. On est aujourd'hui dans une situation absolument dramatique. Pourquoi ? Le fait que le barrage... Alors, premièrement, le fait que cette zone soit libérée fait qu'il y a un nombre de mines ou de dangers pour la population locale qui est gigantesque. Premier point. Deuxième point, avec le fait que les Russes ont fait sauter le barrage, on a un changement total de l'environnement sur place.
On n'a plus accès à l'eau. Typiquement, l'ensemble de Mykolaïev, qui avait des accès à l'eau avec des pompes et des systèmes d'irrigation par le Dnipre sur l'Est, n'a plus du tout accès à ça. Donc, la zone de Mykolaïev en elle-même est déjà extrêmement problématique en termes d'accès à l'eau. Mais si vous sortez de Kherson et que vous remontez en suivant le Dnipre sur des zones qui sont très compliquées parce que personne n'y va, vous avez des populations aujourd'hui, on touche entre 15 et 20 000 personnes à peu près sur ces romadas sur l'Est, qui n'ont ni eau potable, ni électricité, parce que certains romadas dépendaient de l'électricité de la centrale nucléaire, qui ont de la nourriture un peu, mais en règle générale, c'est moi qui leur fournis de la nourriture par l'intermédiaire du programme alimentaire mondial, qui n'ont plus d'irrigation, c'est-à-dire qui n'ont plus de travail pour être capables de travailler dans les champs, parce que c'est très compliqué. Et on est sur une situation qui est ubuesque. On arrive dans l'hiver et ces populations qui n'ont pas eu d'électricité, qui n'ont pas d'eau et qui mangent des rations, n'ont pas accès à aucune source de chaleur. Parce que c'est organisé comme ça, il n'y a pas d'arbres, parce que s'ils vont dans les forêts sur place, il y a des mines, et donc on va entrer dans l'hiver avec des gens, des enfants, qui vont pas pouvoir prendre une douche chaude ou un repas chaud digne de ce nom pendant plusieurs mois. Ça, c'est mon job d'essayer de trouver des solutions avec toutes les autorités compétentes, nationales, internationales et humanitaires. Si vous allez après du côté de Pokrovsk, le sujet est totalement différent. Là-bas, le front n'a que très peu bougé depuis l'invasion de 2014. Donc on est sur une situation là-bas qui est très différente. On a de l'artillerie, on a des combats qui sont extrêmement intenses. Plus vous allez du côté d'Advika, par exemple, plus les combats sont intenses. C'est-à-dire que l'artillerie est permanente, les bangs sont permanents, le danger est permanent. Moi-même, j'y suis allé avec des situations où j'étais entouré d'artillerie et où les endroits où je suis passé quelques heures après ou quelques heures avant ont été tapés par l'artillerie adverse russe. Et donc, vous avez une population qui a à manger, parce qu'on distribue bien, on parle de grandes quantités d'aide humanitaire là-bas. L'eau n'est pas potable, mais on a d'accès à de l'eau technique, comme on peut dire. Ils ont de l'accès à du charbon ou des équivalents, parce qu'ils se sont organisés très bien, mais le danger, il est permanent. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous allez vivre demain. Oui, exactement, parce que l'artillerie, il y a aussi les missiles C-300 qui peuvent arriver dans cette région-là. Sans parler des drones. Sans parler des drones et sans parler des combats qui sont tout juste à côté. Alors, il s'agit bien de la nourriture, de l'eau potable, du chauffage. Comment organisez-vous la coopération avec les municipalités ukrainiennes? C'est-à-dire que pour monter un tel projet, pour distribuer autant d'aide, forcément, vous avez des contacts avec les gens sur place qui essayent de vous aider. Alors, j'ai une équipe formidable, premièrement, qui, pour la grande partie d'entre eux, sont des réfugiés ou des déplacés de ces zones-là. Donc, ils connaissent ces zones-là sur le bout des doigts. Je mets un point d'honneur à toujours avoir des contacts personnels avec tous les niveaux, c'est-à-dire la communauté, le petit maire d'un petit village, et ne prenez pas petit comme étant négatif, au contraire, ça veut dire que la personne connaît sur le bout des doigts chaque bénéficiaire, chacun de son village. Romada, le district, les autorités civiles et militaires, jusqu'à l'oblast et au niveau national. Ce qui veut dire qu'on a tissé un réseau où s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur le terrain, on va pas m'appeler moi, parce que mon ukrainien, je suis en train de l'apprendre, mais il est pas exceptionnel. Par contre, mes équipes vont me faire remonter quasiment à l'heure des opérations qui peuvent se passer ou des besoins qui peuvent arriver sur le terrain. Donc j'ai tissé avec mes gars vraiment un réseau très 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 précis,
avec du one-to-one, des relations personnelles avec des gens qui sont formidables. J'ai des familles, j'ai des jeunes filles, j'ai des jeunes hommes qui prennent des responsabilités publiques au niveau local, qui aident leur communauté. Et ces gens-là, ils sont en ligne directement avec mes gars, donc avec moi. Ça aide parce que ça nous permet d'avancer. Je n'ai pas un seul problème au niveau local avec les communautés parce que tout le monde s'organise, c'est le système D et on les aide tellement, on est l'interface entre les autorités nationales, les autorités internationales humanitaires et eux, et donc par définition, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez, il y a pas de secret, hein. Je pense que je suis l'un des rares dirigeants d'une si grande organisation à prendre des risques physiques personnels pour aller sur place à des endroits où peu de gens vont. Je vous parlais de Kherson, ils ont vu 3 médecins dans l'année. Je ne parle pas de Kherson City, je parle de l'Oblast. Donc, quand j'arrive, et quand ils me voient arriver régulièrement tous les 3 ou 4 mois dans ces zones-là, ces gens arrivent. Et mes gars, c'est la même chose. Et donc, j'ai des relations personnelles avec eux. Je connais les enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est extrêmement important. Est-ce que vous vous posez la question personnellement, vous, pourquoi les gens restent dans les zones aussi près de combat? Parce que la situation que vous décrivez, que nous connaissons aussi, voilà, la situation de la ligne de front, le danger, l'absence de nourriture, la dépendance de ces aides humanitaires, pourquoi ils restent sur... Parce que c'est leur terre, c'est leur maison, c'est là où ils ont vécu toute leur vie. J'ai vu, moi, des personnes âgées qui étaient sur la ligne de front. Je ne vous parle pas des zones derrière. La ligne de front qui continuait avec leurs vaches à vivre leur vie alors que les Russes et les Ukrainiens se battaient à quelques centaines de mètres et qu'ils étaient au milieu. Et pour eux, il n'y a pas de sujet. Ils n'ont jamais bougé, c'est pas maintenant qu'ils vont bouger. Et je peux les comprendre. J'ai vu des familles avec des enfants qui disent mais si je pars maintenant, on leur laisse tout. Il y a pas, c'est même plus une ligne de front et un combat et une partie du pays qu'on a perdu. C'est une partie du pays qu'on contrôle et sur laquelle on n'est pas capable d'aller parce que c'est des anciennes guerres. C'est pas envisageable pour eux. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça parce que ça donne la vie, même s'il y a des échos au niveau national comme quoi ces villages ne seront pas reconstruits. J'y crois pas une seconde, parce que les grands-parents y seront, les enfants voudront y être, et si l'État ne le fait pas, des associations humanitaires ou autres les aideront à reconstruire leur maison et à faire vivre des villages. C'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Alors que c'est pas seulement la distribution de l'aide humanitaire que fait votre organisation, bien sûr. Vous avez d'autres axes. Il y a un axe très important qui concerne la reconstruction. Vous êtes connu comme votre organisation est connue comme une organisation qui avait déjà réalisé le projet d'une école à Lviv qui était imprimée. Donc si je trouve imprimée avec l'imprimante de 3D. Je vais vous expliquer. Voilà. Je sens la perplexité. Voilà, racontez-nous déjà. Donc, mais à partir de base, pourquoi donc le pays est en guerre? Vous savez mieux que plusieurs autres personnes que c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre? Reconstruire dans les conditions quand tout peut être encore une fois détruit par les troupes russes. Où est le sens de cette reconstruction? Le sens, c'est la nation ukrainienne. La guerre, c'est un élément politique qui impacte des populations de manière extrêmement grave. Vous avez eu le Covid, vous avez eu l'invasion depuis 2014, vous avez une génération entière d'enfants qui aujourd'hui, depuis plusieurs années, ne connaît pas l'école au sens traditionnel du terme. Si vous n'êtes pas capable, en tant que nation, de vous occuper de votre future génération, on aura une génération entière perdue entre des jeunes adultes qui sont tués sur le front et des enfants qui ne sauront pas lire, écrire et qui ne connaîtront pas leur histoire ukrainienne. C'est le premier combat, l'éducation, quoi qu'il se passe. Après,
Je suis d'accord avec vous, il n'est pas obligatoirement pertinent de construire une école directement sur la ligne de front. Mais arrêtons de dire des choses qui sont totalement stupides, qu'il ne faut pas reconstruire l'Ukraine maintenant. C'est clairement maintenant qu'il faut préparer les bases de demain. Ça, c'est une évidence. Maintenant, faisons une espèce d'analyse de ce qui se passe sur le terrain. Un tiers du pays est détruit, avec des zones de destruction qui sont extrêmement graves. Je ne vous parle pas uniquement de l'arrière-pays avec les missiles, parce que la majorité du temps, ils se ratent, et effectivement, il y a des destructions, mais les destructions ne sont pas majeures. Par contre, sur les zones libérées, il n'y a pas une maison qui n'a pas un trou. Et sur ces zones libérées, on va avoir besoin, on parle de quasiment une vingtaine de milliers de maisons privées, on parle de 3000 écoles, 2000 ponts, on est sur des quantités qui sont aujourd'hui inatteignables, et je vous parle simplement des bâtiments que l'on sait, qui sont inatteignables sur une reconstruction classique. On est sur la même situation que ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Sauf que aujourd'hui, les besoins sont titanesques, avec une fin de guerre qui ne s'anticipe pas. On a donc besoin, dès aujourd'hui, d'anticiper demain. Pourquoi je vous dis ça ? Tous les professionnels de la construction, aujourd'hui, vont vous dire la même chose. Vous avez un prix des matériaux qui monte. Vous avez des travailleurs qui se raréfient parce que les gars qui sont sur les chantiers, aujourd'hui, c'est la bataille pour les avoir. Vous avez des professionnels de la construction, ce qu'on appelle des general contractors, qui meurent les uns après les autres. Pourquoi ? Parce que le marché, il est ce qu'il est et on construit que très peu aujourd'hui. Par contre, l'humanitaire au sens large, c'est-à-dire les bâtiments publics, les grandes organisations internationales, ont comme métier de faire ce patch entre le moment où on est maintenant et le moment où le marché privé reprendra le lead sur la construction. C'est mon métier. Et ça, je considère aujourd'hui qu'il est nécessaire, avec tous les paramètres que je viens de vous donner, d'avoir des outils technologiques qui accélèrent le processus. Parlons un peu d'impression 3D. Tout le monde m'a regardé comme un extraterrestre le jour où j'ai dit « Mais pourquoi on ne reconstruit pas en impression 3D ?» Alors, je peux le comprendre, j'ai un caractère qui est ce qu'il est, mais l'impression 3D, c'est pas quelque chose qui est sorti d'un chapeau et qui est science-fiction. Ça existe depuis des années. Il y a maintenant des énormes structures aux États-Unis, en Europe qui le font. Le numéro 1 mondial s'appelle Cobod, c'est 60% du marché. Je travaille avec lui en termes de technologie. On parle de quoi ? Des robots qui font entre 15 et 25 mètres de large, donc de longueur et largeur, qui sont capables d'imprimer des fichiers qui sont des fichiers liés à des bâtiments en 3D, c'est-à-dire que basiquement le robot utilise slice by slice, je ne sais pas comment dire en français, je suis désolé, je parle à longueur de temps en anglais, couche by couche, désolé, du béton pour être capable d'avoir un bâtiment qui sort de terre. On a imprimé à Lviv, pour montrer que c'était faisable, une école de 506 mètres carrés en 40 heures. Ah, c'est énorme. C'est aussi simple que ça. On est en train de mettre en place les bases nécessaires de l'impression d'un pont dans la zone nord de l'oblast de Kherson, qui va être un pont entièrement imprimé en 3D, validé d'un point de vue ingénierie, aussi sécurisé que n'importe quel pont qu'on peut avoir dans le pays, et certainement mieux que les ponts aujourd'hui, qui sont soit en bois, soit des ponts militaires, pour être capable de passer des rivières qui ont été détruites par les Russes. Donc, et vous allez l'imprimer dans la région de Kherson lui-même ou le transporter, l'imprimer? Alors, quand on est sur un pont, la base ingénierie en termes de pont, c'est ce qu'on appelle les poutres. Les poutres, c'est ça qui fait le pont, en fait. Les poutres, on va les imprimer, celles-là, en entrepôt, donc en usine, un de nos entrepôts, de manière à ce que l'on puisse les transporter sur place. Et mon équipe va faire le reste sur place. Les conditions de sécurité sont trop compliquées pour être capable de déplacer des énormes imprimantes par rapport à ça. Mais le jeu, aujourd'hui, que j'essaye de vous expliquer, c'est que
lorsqu'on imprime une école et qu'on est capable de faire ça en si peu de temps, l'enjeu n'est pas d'être moins cher que le marché parce qu'on va casser le marché. L'enjeu, c'est d'être plus rapide que le marché. Si on peut être capable à Mykolaïev ou dans des zones qui sont en besoin d'éducation, d'imprimer des écoles en quelques semaines en intégrant la totalité du dispositif, que ce soit les vitres, les portes, le système électrique, le chauffage et autres, vous fixez les populations sur place. Parce que si vous avez des familles avec des enfants, ces familles vont rester et vont donner et vont créer la vie. Et c'est mon combat en termes de reconstruction, donner des outils au pays de manière à ce que l'on puisse sérieusement reconsidérer les zones entières qui seront démilitarisées dans les mois et les années à venir. Oui, c'est un projet qu'on peut imaginer qui peut prendre de l'ampleur. Qui paye pour ça, pour construire une école à Lviv, et qui payera pour construire des écoles dans les zones où les écoles ont été détruites? Alors, il y a plusieurs types de donneurs. Lviv a été payé par la fondation TED et la banque Ukrasi. Ukrasi Bank, qui est la filiale de BNP Paribas ici dans le pays. Ça, c'est la première partie. Après, la deuxième partie qu'on est en train de faire, c'est le gouvernement et d'autres gouvernements français, des donateurs privés, des fondations et ainsi de suite. C'était un pilote. Maintenant, si on parle de grossir les opérations, vous avez des flux d'argent qui rentrent dans le pays de différentes manières. Les pays donnent au gouvernement ukrainien ou financent en direct par des fonds structurels mis à la disposition de l'Ukraine. Et nous sommes sélectionnés sur ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que je distribue pour l'ONU des quantités folles de nourriture et de non-food items, comme on dit, c'est-à-dire de wash, etc., pour les populations. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes compliance internationale sur les règles internationales. On a des audits en permanence. On est structuré en interne avec les normes internationales. Mais Team for UA est un fonds ukrainien, avec des Ukrainiens, même si moi-même je suis français en tant que fondateur, mon bras droit, ma députée, qui est la CEO de Team for UA, est ukrainienne. L'ensemble de mes équipes sont ukrainiennes. Nous sommes juridiquement ukrainiens, ce qui veut dire que nous sommes l'une des rares entités totalement indépendantes ukrainiennes, standardisées aux normes internationales. Ça rassure les investisseurs. Vous allez avoir après, donc, indépendamment des grands donneurs internationaux, des donneurs privés. Pourquoi ? Parce que les grandes fondations internationales qui financent l'ensemble de la philanthropie internationale ne financent pas énormément la guerre. Et même la diaspora ukrainienne commence à comprendre que l'un des combats doit être un combat mixte entre financer le militaire, ce que je comprends parfaitement, mais financer aussi la société civile. Et quand vous avez un opérateur comme nous qui émerge, qui prouve au quotidien son savoir-faire et qui a une vision, eh bien, il commence à y avoir des discussions. Je suis un homme de start-up. Moi, je montre, je développe, et je discute. C'est ce que j'essaye de faire dans l'humanitaire, reliant la technologie et l'humain. D'accord. Et donc, espérons que ce projet-là, que vous avez déjà commencé avec cette école à Lviv, avec ce pont pour la région de Kherson, le nord de la région de Kherson, elle va prendre de l'ampleur et que, effectivement, quand vous dites 40 heures pour une école, bon, c'est pas une école toute entière, c'est uniquement les murs. Bon, après, il y aura tout le travail qui est derrière pour faire l'électricité, les vitres, etc. Mais quand même, 40 heures, c'est très vite. Donc, en sachant qu'il y a des milliers d'écoles, de musées, de centres éducatifs, de bibliothèques qui sont détruites en Ukraine, dans tous les territoires qui ont été soit occupés, soit se trouvent sur la ligne du front, oui, ça fait, il y a un certain intérêt à aller plus vite. Comment voyez-vous la suite des événements ? Donc, dans ce que vous faites, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup d'optimisme. C'est-à-dire que s'investir dans le pays que vous connaissez très bien sûr, depuis 20 ans, mais ne pas changer, donc rester fidèle à un pays qui est en guerre et qui est, comme vous avez dit vous-même, très largement détruit déjà. Alors ça suppose un certain optimisme, c'est-à-dire que vous croyez sincèrement que l'Ukraine pourra s'en sortir, qu'il y a un certain avenir, qu'il y a un certain futur pour ce pays. Sur quoi vous basez ? J'aime beaucoup votre question. J'ai toujours été étonné à quel point les Ukrainiens n'avaient pas conscience de qui ils étaient.
quand tout le monde voit le noir, quand tout le monde voit la guerre, voit un tunnel sans lumière, moi je vois un peuple qui aujourd'hui est capable de, de, de de réussir l'impossible. Je vois un peuple qui utilise le système D pour tenir en échec un des plus grands pays au monde, qui est la Russie en termes de puissance. Je vois un peuple qui a un avenir radieux. Quand une forêt brûle, vous avez en règle générale quelque chose de merveilleux qui arrive dans les années à venir. C'est une question de temps. La mécanique, le tic-tac, il est opéré. Il n'y aura pas de retour en arrière en Ukraine depuis Maïdan. Et ça, c'est quelque chose que je vois, que je sens au quotidien, que j'ai vécu avant Maïdan, que j'ai vécu depuis Maïdan, que je vis au quotidien avec mes activités. Je n'investis pas en termes humanitaires sur du court terme. J'investis sur le futur d'une population qui, pour moi, sera, dans les 20 ans à venir, l'une des plus grandes populations européennes et l'un des pays qui montrera au monde comment on peut retourner une situation de A à Z. Mais je comprends parfaitement que les gens ne le voient pas, parce qu'ils sont sous les bombes, ils crèvent de faim, ils n'ont pas d'eau, et ainsi de suite. Cependant, c'est une vision qui est une vision... Il y a besoin de gens comme moi qui ont une vision et qui croient dur comme fer dans un avenir d'un pays. Et je vous rappelle que le début de cette interview, je vous ai expliqué que pendant 20 ans, j'ai été payé par des grands groupes internationaux pour leur expliquer où allaient des marchés entiers. Et aux dernières nouvelles, le problème d'un futuriste, c'est qu'en général, on sait s'il a raison quand il est mort. Mais aux dernières nouvelles, je ne me suis jamais trompé, ni dans l'intelligence artificielle, ni dans la robotique. Et je vous garantis que l'Ukraine sera un pays comme ça. J'investis aujourd'hui sur la population ukrainienne et sur la nation ukrainienne pour lui donner les outils nécessaires pour que demain, elle soit ce qu'elle mérite d'être. Après, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de si entre maintenant et dans X années. Mais ça, c'est la même chose que donner les chances à son enfant. Et après, c'est à lui de faire ses erreurs et de grandir. Moi, j'essaye de donner les chances au peuple ukrainien après, de prendre cette chance et d'en transformer pour en avoir les fruits. Mhm. Êtes-vous un peu en contraste avec, quand vous parlez avec vos interlocuteurs français, je remarquais par ailleurs que dans vos communications, vous préférez soit l'ukrainien, soit l'anglais. Donc, est-ce que dans vos dialogues avec, je ne sais pas, votre famille en France, ou vos amis en France, ou votre contexte en France, vous êtes quand même français, on vous regarde un peu comme un enthousiaste un peu fou? La France est un beau pays qui se perd. J'ai quitté la France il y a plus de 20 ans. Je sais pourquoi je l'ai quitté et tous les jours, la presse m'explique pourquoi je l'ai quitté. J'aime la France pour le fromage, j'aime la France pour sa nourriture. Ma mère vit encore en France, c'est le seul contact que j'ai en France. J'ai quelques amis encore, mais extrêmement disparates. Et j'essaie de ne jamais parler politique avec mes amis ou ma famille, puisqu'en règle générale, ça se termine par un pugilat. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vis pas en tant que Français. J'ai vécu dans à peu près 7 pays à travers la planète. J'ai fait plus de 80 pays à travers la planète depuis que je suis en situation de me bouger, enfin de voyager. Je me contrefous de la France. Désolé d'être très direct, mais moi, aujourd'hui, je me considère comme ukrainien. Je suis certainement le plus ukrainien, le plus français, le plus ukrainien du pays. Mais après, bien entendu, les Français, une multitude de Français font des choses merveilleuses ici. Mais ce sont des gens qui aiment le pays de la même manière que moi. Vous en connaissez une multitude. J'en connais, puisque c'est la même diaspora française qui vit ici, qui reste ici, quelles que soient les conditions. Et je suis fier de ces gens-là. Vous voyez, je ne me définis pas comme étant un Français, je me définis comme étant un Français en Ukraine. Mmh. C'est une nuance qui a toute son importance. Oui, bientôt, sans doute, naturalisé ukrainien, pourquoi pas? Peut-être. Mais la question n'est pas d'être naturalisé ukrainien, la question c'est d'être
d'être capable de m'exprimer moi-même en ukrainien, en vrai ukrainien, pur ukrainien, et je fais tous les efforts du monde avec mon professeur, de manière à être capable de le faire dans quelques mois, et j'espère pouvoir vous donner la prochaine interview en ukrainien. Ah oui, bon, nous allons tester ça. Donc, très prochainement, dans quelques mois. Donc, on se donne un rendez-vous et puis on va voir. La guerre dure depuis presque 20... la grande invasion dure depuis presque 20 mois maintenant. Est-ce que tout au long de ces 20 mois, il y avait un moment que vous trouviez vous-même personnellement le plus dur, le plus dramatique? Une impression, une situation, une rencontre, un dialogue avec quelqu'un? Beaucoup de situations. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Le risque m'indiffère, personnellement. Ce qui met en panique mes équipes, parce que j'ai tendance à non pas prendre des risques, mais à aller là où des gens comme moi ne devraient pas aller, parce que ça ne se fait pas. Je m'en contrefous. Donc, j'ai vécu quelques situations sécuritaires extrêmement tendues qui mettent mon board, donc les gens qui dirigent ma fondation autour de moi, qui m'ont donné le pouvoir dans cette fondation et qui me le maintiennent, extrêmement tendus parce qu'ils ont peur pour moi au quotidien. J'ai le cœur qui saigne à chaque fois que je vois des personnes âgées, des enfants qui sont détruits par la guerre, à chaque fois que je vois des morts, à chaque fois que je vois sur le front au quotidien. J'ai le cœur qui saigne de ne pas être capable de faire plus parce qu'on a démontré notre savoir-faire, mais il y a des énormes enjeux politiques dans tous les sens. Mon métier, c'est quasiment que de la politique et à certains moments, je dois avaler des couleuvres sur des choses que je ne considère pas comme pertinentes. L'hiver a été compliqué. Pas spécialement pour moi, parce que je me contrefous de mes conditions personnelles, mais j'ai vu des membres de mon équipe, des gens que quand vous vous déplacez, que des gens n'ont pas eu d'eau, vous voyez la misère du monde, vous voyez la connerie humaine. Et je suis désolé d'être si direct. Parfois, je me demande si l'humain n'est pas une espèce de virus qui ne comprend pas de ses échecs. Et on ne refait que les mêmes erreurs, siècle après siècle, avec des populations entières qui sont le dénominateur commun de toutes ces erreurs. Ça me fait saigner. Ça fait saigner mon cœur. Et oui, ça ne m'a jamais entamé mon moral. Ça ne m'a jamais entamé le fait que je me lève chaque matin et je suis celui qui fait chier tout le monde parce que j'ai le sourire, j'ai une énergie folle et je continue et je peux vous garantir que je les emmerde. Je peux vous garantir qu'ils m'ont au téléphone quand je débarque dans des réunions. C'est merde, il y a gens qui débarquent. Parce que je suis pas d'accord et j'ai pas l'intention d'être d'accord et j'ai l'intention de continuer ce que je fais et d'essayer de le faire bien pour mes donateurs, pour mes contacts ici avec la population et ainsi de suite. Mais vous le savez bien, hein, vous êtes ici dans le centre de crise, vous savez très très bien que ça s'appelle des aiguillons, des lanceurs d'alerte et des personnes qui dérangent. Oui. Et sans doute la dernière question, mais elle est importante. Est-ce que tout au long de ces longs mois après la grande invasion, vous vous êtes posé la question, vous êtes quand même qui est expert dans l'intelligence artificielle, de changer, de regarder aussi les ouvertures, les possibilités de contribuer à la défense d'une manière plus directe, c'est-à-dire de passer au militaire, de réfléchir à des projets qui pourraient aider d'une manière plus directe aux troupes ukrainiennes, que ce soit les drones, que ce soit autre chose, que ce soit cette ligne de défense, puisque en aidant l'armée, on approche en fait le retour de la normalité, le retour de ce jour, on pourrait parler de l'Ukraine comme un pays vainqueur. Je ne suis pas un homme de militaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une valeur ajoutée dans la société civile aujourd'hui. La guerre ne peut pas se mener sans la société civile. Si tout le monde se concentre sur l'aspect militaire, et vous avez des gens brillantissimes dans le pays, qui sont tout aussi diplômés que moi et tout aussi compétents que moi, qui s'occupent de ça, si tout le monde ne fait que regarder dans une direction, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Je considère aujourd'hui que ma valeur ajoutée dans la société civile, pour la société civile, contribue aux militaires, d'une certaine manière. Maintenant, dans l'humanitaire, vous devez faire un choix. Vous êtes soit humanitaire, respectant les normes et les codes humanitaires internationaux, travaillant avec les plus grandes organisations internationales, reconnues comme telles, et je suis reconnu par les grandes organisations comme l'UNICEF, le WFP ou autres sur ces sujets-là, soit vous faites du militaire et vous ne faites pas l'autre. Et je n'ai pas l'intention de faire du militaire parce que ma valeur ajoutée, c'est la population civile. Et quand je fais de l'impression 3D de bâtiments, je considère aujourd'hui que j'ai tout de la même manière le pays que les militaires aident ou que les spécialistes peuvent aider le domaine militaire. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cet entretien tout à fait éclairant et merci d'ailleurs et tout d'abord pour tout ce que vous faites pour l'Ukraine, pour notre société civile, pour nos enfants, pour nos personnes âgées et pour la victoire bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Jean-Christophe Bonis, entrepreneur en Ukraine, fondateur de Team for UA, qui s'occupe de l'aide humanitaire pour des régions exposées à la guerre. Jean-Christophe rêve de reconstruire l'Ukraine à l'aide de l'impression en 3D. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.